Ce que je vais vous expliquer ce soir, ce dont je vais vous parler ce soir est une histoire. Donc, je vais la raconter pour commencer. C'est une histoire ancienne puisqu'il y a quelques années, il y a 2 ans peut-être, j'avais fait une intervention à l'Arsenal qui parlait déjà de cette question des 9 conduites nécessaires là, pour une propédeutique et un apprentissage sur le projet de paysage. Et puis, j'avais fait une introduction à cette conférence et cette introduction, je ne la trouvais pas très satisfaisante. Et puis j'ai assisté, je crois que c'est à, je ne sais pas où est-ce que j'ai assisté à une conférence de James Corner. Et à la suite de cette conférence, James Corner m'a invité à Philadelphie pour faire une conférence. Et j'ai décidé qu'à propos de ce que j'avais entendu de James Corner, et je vous expliquerai tout à l'heure quelles ont été les résonances des propos de Corner sur mon travail, j'ai décidé de refaire cette introduction et de la présenter donc à Philadelphie. Et ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de reconduire cette même conférence, ce même entretien que celui de Philadelphie. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit qu'en fait, depuis très longtemps, j'essaye de ne pas, ou j'ai toujours essayé dans mon enseignement en tous les cas, de faire extrêmement attention, de ne jamais vouloir, en quoi que ce soit, cerner le concept de paysage. Et pourquoi j'ai voulu le faire? Il y a un côté un peu stratégique derrière cette question-là, c'est que je pense que c'est un concept qui est extrêmement ouvert et que ça serait assez stupide de vouloir le fermer, en essayant de l'enfermer justement dans une formulation qui tendrait à limiter le champ d'action des paysagistes, bien entendu, mais aussi le champ d'action de la réflexion des paysagistes sur ce thème. Donc j'ai toujours essayé d'approcher le concept de paysage un peu par sa périphérie plutôt que par son centre, de manière à ne jamais aboutir précisément à avoir une idée claire et précise de ce que c'est que le paysage, mais peut-être d'avoir une idée plus claire et plus précise sur ce qui ne serait pas le paysage. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder toutes ces questions-là en essayant de parler de différentes qualités, de différents concepts qui me paraissent être assez intimement liés au paysage. Et en arrière-fond de tout cela, lisez que ce qui m'intéresse au fond le plus, c'est quand même l'architecture. Assez curieusement, je fais du paysage, je suis paysagiste, mais c'est la ville qui m'intéresse derrière tout ça. Et c'est toujours dans le rapport de la question de la ville et de la pensée de la ville que je me situe. Et toutes les qualités que j'attribue au paysage, vous le verrez, le distinguent assez nettement de la question de la ville et de l'architecture, et vous verrez comment. Alors, je vais vous parler d'une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'horizon, parce que je pense que la notion de l'horizon est une notion qui est très, très profondément attachée à celle de paysage. Alors évidemment, il ne s'agit pas de l'horizon tel que vous le voyez ici, c'est-à-dire l'horizon des marins, cette ligne superbe où le ciel et la terre se touchent, mais plutôt d'un horizon beaucoup plus complexe dont je vais essayer de faire le développement de l'image qu'on voit ici. Ce n'est pas l'horizon direct de cette ligne tranchée du ciel qui touche la terre, non, c'est une chose progressive qui fait que d'espace en espace, on finit par conquérir cette idée de l'horizon. Et voilà, j'aborde la question de l'horizon et du paysage au travers de 7 qualités que je vais développer. L'obliquité, la verticalité vaporeuse, l'ouverture, la porosité, l'interrelationnalité, les emboîtements des échelles et la variabilité. Alors, l'obliquité. Oui, je pense que, à la différence peut-être de l'architecture, le paysage est oblique, il est toujours oblique. Et c'est sans doute ce qu'il qualifie le plus. Et on est toujours dans la pente. Les paysagistes, on est toujours penchés, on n'est jamais debout. On est toujours dans une relation oblique aux questions de ce qu'on regarde. Et on va s'apercevoir du reste que c'est par cet oblique, par le fait que le paysage est oblique, qu'on peut gagner la question de l'horizon. Parce que, je ne sais pas sur mon stylo, on voit très bien que dans cet oblique, on passe progressivement d'un espace dans l'autre, et on finit par, sans voir l'horizon bien entendu, mais en avoir une assez belle intuition. Ainsi, on voit ici qu'en passant d'un espace puis dans l'autre, et même on peut franchir cette montagne et on peut d'une certaine façon anticiper ce qui est derrière cette montagne et atteindre ces concepts de l'horizon. Et ça, c'est grâce à la pente, grâce à l'ubiquité. On voit très bien ici, on n'a pas besoin d'être très savant pour, sur cette image, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière cette colline. On peut anticiper, on peut se tromper bien sûr. Il peut y avoir subitement une brusque transformation du paysage dans cette colline, mais ça paraît étonnant, dont on voit bien la façon dont les sillons des champs sont organisés.
on voit bien que quelque chose va se continuer. Et c'est cette possibilité d'anticipation qui est très importante dans le paysage, grâce justement à l'oblique, au fait qu'il n'y a pas de pans verticaux, qui sont des systèmes qui, d'une certaine façon, obturent un peu définitivement la vision. Il y a toujours quelque chose qui passe. On le voit dans cette belle image ici, qui introduit d'ailleurs plusieurs notions. La notion de la transparence dont on parlera tout à l'heure, de la porosité des choses du paysage, et aussi de cette obliquité qui fait que dans cette portion de forêt coupée, on a la possibilité de basculer et de rejoindre l'horizon. Là c'est pareil, on voit très bien que ces meules de foin et ces dernières meules de foin ici appartiennent déjà à la scène suivante. Mais la scène suivante qui est celle de l'horizon précisément, et qui fait que d'une certaine façon, par le biais, par la pente, par l'obliquité, on bascule et on rejoint l'horizon. Alors voilà un petit montage qui montre comment les choses du paysage s'organisent, se constituent les plans les uns par rapport aux autres. C'est une image superbe du Maroc où précisément l'agriculture souvent travaille le substrat, le sol d'origine, avec une rationalité qui est celle évidemment de la ligne droite que les paysans imposent. Et ce qui est très beau dans tous ces paysages archaïques comme ça, c'est que justement il y a une sorte de négociation qui est faite entre la volonté, la rationalité du paysan à faire des lignes droites et le sol qui se refuse parfois. Et aussi cette formidable audace-là de ces champs qui montent à l'assaut de la colline. Très belle colline du Burundi. Au Burundi, on ne connaît pas la terrasse. C'est un pays assez curieux. Les gens du Burundi ne savent pas faire de terrasse. Ils cultivent en pleine pente, comme ça. C'est très étonnant, c'est très surprenant. Et ça, une autre image du Maroc qui est magnifique et qui montre le travail paysan d'un côté, avec cette rationalité magnifique, et de l'autre, la nature, ou ce qu'on dit être la nature, qui elle aussi a son système géométrique, son système laminaire de constitution de la roche. Alors bien sûr, il y a un peu de vertical dans la nature, mais elles sont très rares, elles sont exceptionnelles. Il y a des tentatives de vertical, mais elles sont rares, elles sont plutôt rares. On est plutôt dans une pente. Et voilà une sorte d'analogon, une image analogon pour moi pour ce que serait un paysage. Voilà, c'est un paysage qui aurait cette horizontalité et puis cette pente qui commencerait, et puis cette verticale qui en terminerait le dispositif. On aurait là toutes les composantes du dispositif paysager. Là, je montre quelques représentations dans les jardins de l'obliquité, de la pente. Ici, c'est ces fameux gazons, ces vertugadins qui sont toujours très très beaux dans les jardins classiques. Ici, c'est cette magnifique pièce au jardin de Versailles, qui était le miroir d'eau, qui est une pièce qui a été à moitié détruite, mais dont il reste aujourd'hui cette belle partie. Ici, vaut le vicomte. Le vicomte encore. Et puis cet escalier magnifique de Versailles, les 100 marches. Alors, la deuxième qualité, c'est ce que j'ai appelé les verticalités vaporeuses. Alors oui, il y a des verticalités dans le paysage, mais c'est des verticalités particulières. Elles ne sont pas pleines, entières, elles sont vaporeuses, justement. C'est-à-dire qu'elles sont épaisses et nuageuses un peu. On voit, ce sont des verticales, mais des verticales qui entouffent, qui divergent. Et j'ai eu l'idée de penser qu'il y avait quelque chose à voir entre les arbres et les nuages. Et que je me disais peut-être que les arbres, c'était que des nuages captifs. Et je me disais aussi, et je me dis encore, qu'il y aurait peut-être beaucoup à comprendre du paysage en regardant les nuages. Bon, là je m'amuse un peu.
Voilà, c'est moi. Je suis en train de partir dans les nuages. Je m'intéresse aux nuages. De plus en plus, comme vous verrez tout à l'heure, je m'intéresse à la lumière. C'est assez curieux comme, en prenant un peu de l'âge, je désubstantialise mon questionnement. Alors, une autre qualité des choses du paysage, me semble-t-il, c'est l'ouverture. Il y a toujours beaucoup de difficultés pour un paysagiste de dessiner les choses, parce qu'on ne peut pas attraper les choses par leur contour. Je ne sais pas si j'ai à dessiner cette bouteille ou ce verre, c'est assez facile, je dessine le contour du verre, je dessine le contour de la bouteille. Pour un arbre, c'est difficile parce que vous n'en finissez pas de faire le contour. C'est Michel Serres, en parlant de Mandelbrot, qui dit qu'évidemment, on n'en finit pas de faire le tour de la côte de Bretagne et qu'il faut un nombre infini de contours pour pouvoir faire le tour de cette côte de Bretagne. C'est pareil pour les arbres. On n'en finit pas de cette divergence. Et donc les paysagistes, ils dessinent les arbres non pas par le contour mais de l'intérieur, comme une sorte de quelque chose qui vient du dedans et qui va vers le dehors et qui s'arrête pas, qui ne s'arrête pas ou qui pourrait ne pas s'arrêter, comme quelque chose qui pousse au fond. Et ça, c'est une caractéristique très particulière du paysage ou des choses du paysage. Tout bifurque, tout est frangé. Voilà une petite représentation de pourquoi les choses du paysage s'associent-elles entre elles aussi bien. C'est précisément parce que les choses sont ouvertes, et c'est par ces effets d'ouverture que les choses coïncident entre elles et finissent par s'associer. Je ne sais pas si ce petit montage vous avez fait bien comprendre ce que je veux dire. Voyez par exemple cette image, vous regardez, vous pouvez isoler cet arbre, lui donner un nom, le regarder, puis si vous embête, vous le recollez dans le fond. Et ça marche, il y va dans le fond. Par contre, sur cette table, le sucrier avec le coq, là, vous pouvez bien essayer de le regarder, de l'isoler. Eh bien, il reste là et il ne retourne pas dans le fond. Il est insolent, comme tous les objets. Il n'a pas cette capacité, d'une certaine façon, de se refondre dans les choses. Parce qu'il n'a pas, en tant qu'objet, justement, ce contour complexe qui fait qu'il a cette capacité de se réassocier avec les choses d'à côté. Je vous le repasse, si ça ne vous ennuie pas, pour vous remontrer la même chose. Il faut bien comprendre. Vous voyez l'arbre, regardez, je le sors, je l'isole de son contexte, je le reconnais, je l'identifie, je donne un nom, et je le remets dans le fond, il y va. Mais regardez, la boîte, comme elle a du mal à... Je l'isole, bien sûr, un peu, mais j'ai du mal ensuite à ne pas considérer qu'elle se dissocie ou qu'elle se réassocie au fond. Elle est comme posée sur le monde. Autre qualité très importante, c'est la question de la porosité. Toutes les choses du paysage sont poreuses. Je pense qu'un petit animal, une musaraigne, un rat ou je ne sais pas, un autre petit animal quelconque, n'a pas d'obstacle pour traverser rien du paysage. Il peut traverser tout le temps parce que rien ne l'empêche de traverser. Peut-être l'eau, les rivières, etc. pour certains animaux qui n'aiment pas nager, mais pour le reste, il n'y a pas d'obstacle. Évidemment, pour nous, les haies sont des obstacles parce qu'à notre taille, les porosités de la haie sont largement inférieures à notre taille, mais on le voit bien, tout est poreux dans le paysage. Alors, je me suis commencé à m'amuser à traverser des haies avec ma caméra. Ça, je le faisais un peu pour chiner James Corner. James Corner, avez-vous remarqué, il ne photographie que des paysages vus d'avion. Et moi, je voulais aller aux États-Unis pour montrer que je photographiais des paysages de dedans, à l'intérieur, en rentrant même dans les choses. Alors, j'ai fait plusieurs traversées de haies comme ça pendant mes vacances. Ici, on est au parc Citroën-Cévennes, où on voit que les choses du paysage sont poreuses et que donc des plans successifs apparaissent. Et c'est ça l'horizon. C'est l'apparition de plans successifs au travers de cette porosité. Ici, je piétine le jardin de Gilles Clément à Citroën-Cévennes. Vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Même moi, j'arrive à traverser tout ça. Gilles ne serait pas très content du fait que je suis en train de piétiner largement ces plantes. Mais vous voyez l'horizon, c'est pas ce qu'on voit loin, c'est la manière dont, par le fait que les choses passent l'une dans l'autre, on est capable d'anticiper
les lointains. On est capable de les anticiper, c'est ça. Il est un peu long ce voyage au travers d'Aix et moi, mais ça me plaît bien. Voilà, on y est. Vous voyez ce que l'horizon, c'est ça. C'est de cette ambiance de haies et des porosités qui me permettent d'entrer en contact avec ce champ. Et puis j'ai une autre porosité ici qui me permet d'entrer en contact avec cet autre champ. Et c'est parce que j'additionne toutes ces vues, toutes ces composantes que j'anticipe et que la question d'horizon apparaît. Et ça, c'est une chose qui est très caractéristique du paysage. C'est grâce à on l'a vu tout à l'heure, à la complexité des formes du paysage et à sa porosité, qu'on est capable de faire ces mouvements d'avancée et de recul. On est capable d'avancer et de reculer dans les choses du paysage, ce qui est beaucoup plus difficile à faire, évidemment, dans les choses constituées et dures de la ville. Une troisième traversée de haies. Voilà ce que c'est, pour moi, comment la question de l'horizon apparaît dans le paysage. Vous le voyez comment on saute d'une étape à l'autre, comment on franchit. Évidemment, je suis dans une position haute, mais on serait au niveau de la haie ou plus bas, on aurait cette même capacité, compte tenu de la transparence, on aurait la capacité d'anticiper presque tout ce paysage. Voilà comment les choses s'empilent, comment elles s'ajoutent, comment elles s'additionnent. On voit ici qu'on peut faire la mise au point. Ça, c'est réel. Dans le paysage, vous pouvez mettre au point, c'est-à-dire physiquement, regarder une chose en la détachant du fond. Et elle accepte de se détacher du fond, cette chose. Comme d'ailleurs, cette même chose accepte volontiers d'être remis dans le fond. Ça, c'est une chose particulière des choses du paysage. Vous pouvez toujours essayer de faire ça avec ce verre. Vous ne pouvez pas le détacher de son fond, parce qu'il a cette espèce d'obstination des objets clos sur eux-mêmes qui n'ont pas cette capacité de se refondre avec le fond. Alors que les choses du paysage, comme vous le voyez ici, je suis capable de discerner, de dissocier, de faire apparaître les choses, et si je faisais le même système en marche arrière, on pourrait faire exactement la même chose. Évidemment, toutes ces images disent la même chose, vous le comprenez bien. J'en ai beaucoup, et si j'en ai beaucoup, c'est parce que c'est dans le fait d'en donner beaucoup que les choses vont pouvoir apparaître. Une autre chose, c'est, on l'a vu, une forme extrêmement complexe, totalement, souvent divergente, qu'on ne peut pas attraper, dont on ne peut pas faire le contour. Alors quand la lumière touche ces choses-là, évidemment, elle irise tout. Elle n'éclaire pas qu'une seule face. Elle prend la totalité du dispositif. Et ça aussi, c'est une particularité. Comment la lumière travaille les choses du paysage, elle les imbibe complètement. Alors évidemment,
je le disais tout à l'heure, je me suis intéressé aux nuages, maintenant je m'intéresse à la lumière. Je m'intéresse à la lumière et à l'ombre. Et là, je montre quelques photos du jardin de Luxembourg, qui est un jardin que j'aime beaucoup, parce que précisément, la question de la lumière y est parfaitement bien réglée, et qu'on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié au bonheur dans ce jardin, parce que les gens s'expriment très volontiers, font de la gymnastique corporelle ou autre, tout simplement parce que je pense que dans ce jardin, la question de l'ombre et de la lumière est correctement réglée. Et je me dis qu'après tout, il y a peut-être un art simple du paysagiste qui serait celui simplement de s'intéresser à bien régler correctement l'ombre et la lumière des jardins dans lesquels il travaille. Parce que, vous le voyez ici, ces gens qui font cette gymnastique taille, je ne sais pas de quelle origine est cette gymnastique, mais s'ils peuvent le faire, c'est qu'ils ont des conditions qui sont liées, à mon sens, à la qualité de la lumière du jardin de Luxembourg. Vous voyez la position formidablement idéale de cette femme, qui est un peu à l'ombre et les jambes au soleil. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié au bonheur dans cette histoire. Et je pense que je vais m'intéresser presque exclusivement à ça pour le restant de mes jours. Après tout, si je fais déjà bien ça, je pense que je ferai pas mal de choses. Parce que je crois qu'il y a de la félicité dans tout ça. Vous voyez cette image magnifique. Lui préfère l'ombre et la lumière. Et il parle quand même. Ou ce groupe. Ou ces deux femmes. Alors pendant les vacances, j'ai photographié l'ombre, porté des arbres sur le sol. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être finir ma vie à faire que ça. Parce qu'il y a énormément de qualité dans la façon dont les ombres touchent le sol. La qualité de matière, de la qualité de couleur, de la qualité de graphisme ou de la qualité d'ambiance. Et qu'on a beaucoup à apprendre à observer la façon dont les ombres se projettent sur des objets ou sur des sols. Et puis un thème très important aussi, qui est celui de l'opacité et de la transparence. C'est un thème dans lequel les jardins ont beaucoup joué. On voit ici à Versailles ce beau rapport entre des murs et des murs d'arbres au fond. Le potager du roi, c'est un bel exemple du mur végétal. Ici, la même traduction dans un jardin au Japon. Et alors, à Versailles, je me suis souvent posé la question de quel sens ont les statues, indépendamment du fait qu'elles représentent, qu'elles ont une histoire, qu'elles font partie d'une histoire de la mythologie, mais je pense qu'elles sont partie constitutive du jardin. Et je me suis rendu compte qu'elles sont en pierre, elles sont le jardin empierré, elles sont un moment du jardin empierré. Elles sont l'analogon du jardin, c'est-à-dire que chaque unité de la sculpture est peut-être ce qu'on peut dire, voilà, cette sculpture, c'est tout ça compressé. On peut mettre une sculpture au moment où on compresse suffisamment de choses derrière pour arriver à la faire. Et c'est peut-être ça tout simplement l'idée du rythme. C'est quoi le rythme des statues? C'est quand on a suffisamment de matière pour faire la statue, et que la statue, alors on peut faire la seconde. Et que l'emplacement de la seconde, c'est précisément ce qui détermine le rythme dans lequel les statues des jardins sont posées. Parce qu'avez-vous remarqué que ces statues, si je reviens aux statues précédentes, elles ont quelque chose à voir avec tout le jardin, avec le dessin même du jardin. Ici, on a le socle qui rappelle l'horizontalité du sol lui-même. Et puis on a la statue qui commence à monter en détail et qui ressemble aux haies taillées de chaque côté du jardin. Et puis en montant plus encore, on a la chevelure de la statue qui nous parle évidemment de la frondaison des arbres. Comme si la statue était l'image résumée du jardin. D'ailleurs, beaucoup de choses à Versailles sont comme ça. Chaque chose, chaque objet, la margelle du bassin, chaque chose, chaque composante est un peu l'image réduite de l'ensemble. Là, je voudrais
essayer d'aborder la question du paysage par ses extrêmes, pour essayer non pas de le cerner, mais essayer de comprendre à quel moment donné il n'y a plus paysage nettement. Ici, on le voit, on est dans le monde des objets. On a beau faire ce qu'on veut, ces voitures sur le plateau du Larzac n'arrivent pas à rentrer dans le fond. Elles sont comme posées elles sont posées sur le monde. Parce que précisément leur forme est une forme, elles ont un contour affirmé, et qu'on a beau les associer, les mettre ensemble, en faire des groupes, elles n'arrivent pas à faire milieu. Elles sont regroupées, tout simplement. Vous voyez ces objets sur cette table? Eh bien, on peut les déplacer. La table, ça ne lui fait rien du tout. Ça ne l'embête pas qu'on enlève ou qu'on mette des choses. On peut remettre, enlever. On voit bien que la table, ça ne lui pose aucun problème. Ce n'est pas la même chose dans le paysage. Vous enlevez, vous mettez des choses, alors ça pose un problème. Le milieu en est dérangé. Parce que les modes d'association des choses entre elles sont infiniment plus complexes, plus multiples que les raisons pour lesquelles, évidemment, on comprend pourquoi on a un coquetier, du fromage, une assiette sur cette table, parce qu'il s'agit là d'un repas tout simplement, et que tout ça n'est pas... Évidemment, elles sont soudées ensemble par cette idée, cet repas, mais il n'y a que cette idée-là qui les soude. Que dans le paysage, les raisons que les choses ont d'être ensemble sont évidemment infiniment plus multiples et plus complexes, et qui fait qu'elles sont solidaires, et surtout elles sont ancrées dans le sol, et qui fait que dès l'instant où vous extirpez, vous ajoutez, vous enlevez quelque chose, alors vous posez un problème au milieu tout entier. Et puis à l'autre extrémité, on vient de voir les objets, à l'autre extrémité il y a les corps. Alors eux c'est le contraire des objets. Les objets sont simples, sont un peu, c'est ça, un peu déficients, élémentaires. Les corps c'est le contraire, sont ultra complexes, tellement complexes du reste que, et tellement autonomes et tellement complexes que de nouveau ils se sont désolidarisés du sol pour retrouver de l'autonomie, et comme les objets, ils peuvent se déplacer. Mais, comme les objets, ils ont du mal à faire fond. On a beaucoup de mal à faire que ce personnage appartienne à la pelouse. Il reste posé sur, bien qu'enfoncé, il reste posé sur. Donc on voit bien aux deux échelles, que ce soit à l'échelle des objets ou à l'échelle des corps, on n'est pas dans le paysage. Et ces moutons, ils sont pas, ils sont bien sûr, ils font partie du paysage, je ne peux pas le nier, mais leur mobilité, leur forme précise fait qu'ils n'appartiennent pas au fond, ils ne font pas milieu. Alors on va se poser la même question sur la ville. On dit souvent la ville, le paysage de la ville. Je pense qu'il y a un abus de langage quand on dit le paysage de la ville. Je ne pense pas que la ville, parfois la ville a un rapport avec le paysage, on va le voir, mais en général la ville, au moins la ville sédimentaire, celle qu'on connaît, la ville dense, à mon avis, elle n'est pas paysagère. Tout simplement parce que son rapport au ciel est extrêmement étroit. On le voit ici, il y a peu de ciel. Il y a des objets, bien sûr, on voit bien le taux de complexité mime la nature. On pourrait dire que la ville, c'est le mime de la nature, ou le mime du paysage. Mais ce n'est pas le paysage quand même, parce que ce sont des artefacts. Et là, on n'est clairement pas dans le paysage, on est dans la ville. Là aussi. Là aussi. Parfois, alors bien sûr, quand le ciel s'ouvre, quand le ciel descend et que le paysage s'ouvre ou que la rivière traverse la ville, alors le paysage entre en ville. Et la ville devient paysage. Mais vous le voyez, il faut qu'il y ait de l'horizon. C'est l'horizon là qui, d'une certaine façon, fait que la ville devient paysagère. Ou que la topographie l'emporte. C'est-à-dire que la topographie gonfle la ville au point que ce gonflement soit supérieur à l'épaisseur de la ville elle-même. Toute la ville est soulevée par cette topographie. Alors, la géographie l'emporte et donc la ville devient paysagère. Ou cet instant de la ville devient paysager. Il y a aussi des bâtiments qui
par leur transparence ou par leur ouverture, miment assez bien la porosité des choses du paysage. Mais quand même, le skyline parisien, c'est un empierrement d'artefacts qui ne ressemble absolument pas au paysage que j'ai montré précédemment. C'est très différent. Et pourtant, c'est un village en Espagne. Et vous voyez comment le village tend des bras qui viennent structurer toute la campagne. Et du reste, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est les bras qui partent de la ville pour venir structurer la campagne, ou est-ce que c'est les bras de la campagne qui viennent pour structurer la ville? Au fond, on ne sait pas trop. Mais on montre que là, il y a une sorte d'intimité entre la question de la ville et la question du paysage qui est tout à fait remarquable. Alors évidemment, il en est tout autre pour la banlieue, sauf que la banlieue, précisément, elle est paysagère parce qu'elle a de grands ciels. C'est ça qui fait sans doute le grand espoir qu'on peut avoir sur la question de la banlieue, c'est qu'elle a cette qualité qu'elle est éminemment paysagère par l'incroyable dimension du ciel. Et aussi, ce qui commence à m'intéresser beaucoup, qui a fait l'objet d'ailleurs du texte que j'ai écrit et qui m'a permis d'avoir le prix d'urbanisme, c'est que je dis qu'après tout, cette ville moderne, contemporaine, cette ville périphérique, cette suburbanité dont on parle aujourd'hui, qui vient envahir le territoire de la campagne, on se dit qu'elle pourrait le faire intelligemment. Elle pourrait le faire en se servant du fonds territorial de la campagne comme fondation. Elle pourrait se fonder sur cette campagne de manière à être en conformité avec elle, en perspective avec elle. Alors que vous le voyez ici, à l'île d'Avo par exemple, il y a une ville nouvelle qui a envahi un territoire de campagne magnifique, des coteaux très très beaux, avec des systèmes d'horizons très complexes, des horizons moyens, courts et longs, qui vont même jusqu'à la grande chaîne des Alpes, où on peut voir le Mont Blanc. Et on voit l'incroyable imbécilité avec laquelle on construit sur ces plateaux. Avec des plans masses en forme d'estomac malade, qui conduisent tous à des sortes d'impasses, où personne ne voit plus rien, personne ne regarde rien. Tout le monde est enfermé derrière des tuyas, et on ne voit même plus le paysage. On ne voit plus rien du tout. Et on se dit quand même qu'il y aurait une façon plus intelligente, plus intéressante d'occuper cette même campagne, en prenant soin tout simplement, peut-être de demander, enfin, je ne dis pas des paysagistes, je ne vais pas en faire une affaire de profession, mais des gens sensibles à la question du paysage, de faire des plans masses qui permettraient que ces plans masses soient au moins fondés sur le substrat de la campagne. On pourrait même imaginer d'abord que ça pourrait commencer par être fondé sur le parcellaire de cette campagne. On pourrait imaginer que les espaces publics, au lieu d'être tournicotés comme des estomacs malades, pour donner le sentiment, je ne sais pas quoi, naturel, on pourrait imaginer que ces espaces publics regardent en direction de la campagne, qu'en bout de la rue, on ait le Mont Blanc, par exemple, ou qu'on ait un vallon ou un Talweg. Eh bien, là, non. On le voit bien, tout est fait pour enfermer, que tout le monde est enfermé, alors qu'on vit dans un paysage magnifique. Et tout ça se termine, voilà, par l'image symbolique de ce que c'est que la ville, la suburb aujourd'hui, c'est ça. C'est l'impasse. C'est le bout de la rue dans lequel vous êtes forcément, au bout d'un moment donné, un étranger. Et je dis souvent, ça ne peut pas être une ville dans la mesure où l'amant croise forcément le mari. Parce que vous n'avez qu'une seule route pour aller chez vous. Oui, un petit morceau de suburb qui commence. Alors qu'il y a, dans toutes ces villes périphériques, ici à Saint-Denis, des magnifiques perspectives paysagères. Ici, une très belle topographie avec le canal de l'Ourcq qui est dans l'autre sens, bon, ce rapport à la basilique. C'est pour ça que j'ai une espèce de slogan aujourd'hui qui dit que la campagne serait peut-être la monumentalité possible de la ville contemporaine. C'est la thèse que je défendais à propos du texte que j'ai écrit. C'est de me dire que cette ville, alors, elle envahit la campagne.
Mais plutôt que de le faire d'une manière aveugle, plutôt que ces deux mondes se tournent le dos, on pourrait imaginer qu'elles le fassent d'une manière plus intelligente, plus respectueuse. Et alors il y aurait une sorte de solidarité qui s'établirait entre la campagne et la ville, les paysans et les urbains. Les paysans qui, je sais bien, j'entends dire dans le milieu architecte, des architectes, les paysans ça n'existe plus. Ils ont tous la télévision, ils ont tous des voitures, ça n'existe plus. Les paysans ça n'existe plus. Ben moi je pense que ça existe encore. Et puis quand on parle avec eux, on s'aperçoit qu'ils existent et qu'ils existent avec des sacrés problèmes. Et qu'ils sont souvent des gens assez désespérés, ne comprenant pas tout à fait le sens qu'ils ont de la société d'aujourd'hui. Et surtout l'idée quand même que le rapport avec les urbains est très conflictuel. Les urbains envahissent la campagne, l'envahissent à tout point de vue, l'envahissent pour y construire, mais l'envahissent aussi pour s'y promener, avec une sorte d'indifférence quasi magistrale pour le fait même de la culture et de ce que ça veut dire cultiver la terre. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire pour que la ville vienne s'installer sur la campagne en une certaine politesse vis-à-vis d'elle, de manière à établir entre les urbains et les ruraux une nouvelle forme de solidarité qui ferait que les uns protégeraient les autres. Et que plutôt que la ville se dissolve et devienne absurde au moment où elle touche la campagne, elle pourrait être embellie par la question de la perspective sur la campagne, et la campagne, au lieu de se déstructurer, au lieu de partir en déliquescence, pourrait être sauvegardée par les urbains qui s'y intéresseraient. C'est naïf mes propos, mais au fond, voilà, biaisé. Bon, une des dernières caractéristiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est cette question d'interrelation. Tous les éléments que vous voyez dans ce paysage, qui est un paysage, bien sûr, qui n'est pas naturel, qui est un paysage rural, mais tout est lié. Toutes les choses qui sont là pour des tas de raisons. La haie, la première haie en premier plan ici, c'est peut-être 10, 15 essences de végétaux différents qui sont là, associés entre eux d'une façon intime. Et il y a des tas de raisons pour lesquelles ces plantes sont là. Elles sont là parce que le sol est celui-ci, parce que l'ensoleillement est celui-ci, parce qu'on est en Bourgogne et qu'on n'est pas dans le Midi, parce que si, parce que là, parce que beaucoup de choses font que l'ensemble de ces dispositifs, cet arbre, ces vignes, ce qui se trouve sur la montagne, tout ça est là, au fond, avec une sorte de contrat multiple, avec un nombre de pactes qui lient ces choses entre elles, énorme, gigantesque. C'est ce qui fait d'ailleurs que dès l'instant où vous mettez ou vous enlevez quelque chose dans ce paysage, alors vous altérez, vous perturbez. C'est ça la question de la difficulté d'intervenir dans le paysage, c'est qu'il faut être très clairvoyant, avoir une assez belle connaissance. Je dis souvent que le paysage est une conversation et qu'il faut entrer dans cette conversation avec prudence, parce que entrer trop impunément dans un paysage comme celui-ci, vous risquez de perturber beaucoup. Et à un moment donné, le taux de complexité est si grand qu'on quitte le paysage, je dirais, structuré pour entrer dans l'ambiance. Et puis aussi une chose importante, ce sont pour les étudiants qui apprennent le paysage, mais comme l'architecture, c'est la question des échelles. C'est peut-être la chose la plus difficile à acquérir dans l'enseignement, dans la pratique du projet sur le paysage, ou même dans la pratique quotidienne de la lecture du paysage, c'est de comprendre la question des échelles. Ici, par exemple, cette image est plus petite qu'une boîte d'allumettes. Et on pourrait penser que ce sont des grands arbres. Alors évidemment, ce sont les effets de la photo qui font ça, mais souvent, il est assez difficile dans le paysage de donner l'exacte mesure aux choses. Il faut se méfier aussi des points de vue uniques qui fait qu'à partir d'un seul point de vue, vous avez du mal à échelonner et à donner la véritable échelle aux différentes choses. C'est très difficile, très long. La seule personne que je connais qui avait ça dans le sang, inné, peut-être même d'ailleurs le tenait-il de son père, c'était Jacques Simon. Il savait exactement à quelle distance il se trouvait par rapport à chaque chose. Son père, évidemment, était forestier et il devait estimer la taille des arbres et sans doute lui a-t-il donné ce don qui est celui d'attraper l'échelle des choses dans le paysage. Ici, c'est pareil, c'est un tout petit morceau, grand comme une boîte d'allumettes, peut-être un peu plus petit. Bon, là, on voit la triche, bien sûr.
Bon, je montre cette photo, mais je la trouve très belle parce que symboliquement, ce pont, c'est un pont dans un jardin japonais, fait qu'en fait, c'était un paysagiste avec lequel j'ai eu beaucoup de discussions dans ma vie, qui avait fait un jour un pont et qui disait: mon pont, il traverse 2 continents. Et je lui avais dit comme ça, méchamment, je lui ai dit: tu sais, il faut, il ne suffit pas de le dire, il faut que ça se fasse. Il faut qu'on ait le sentiment que quand on passe sur ce pont, on traverse 2 continents. Et bien, en traversant celui-ci, on a ce sentiment-là. Et puis, une autre chose dans le paysage, c'est la variabilité, c'est-à-dire que les choses changent. Vous avez la neige qui peut transformer beaucoup un paysage, le révéler. Toutes les grandes structures, toute l'organisation du paysage est évidemment mise en lumière par la neige. La brume, qui elle aussi sélectionne, fonctionne sur le paysage des valeurs importantes et en délaisse d'autres. Le feu, l'eau, enfin, beaucoup de choses. Et là, je voudrais donc montrer comment, dans les jardins, est réinterprétée cette question de l'horizon. On voit ici les trois natures dont parle John Dickson Hunt, donc la nature sauvage, la campagne, la nature domestiquée par l'homme, et puis le jardin, qui sont les trois états de nature dont Dickson Hunt parle dans ses ouvrages. Ici, c'est une vue évidemment du jardin de Versailles, vous l'avez reconnu. Voilà comment les grands paysagistes ont traduit la question de l'horizon. Ici, 2 fois. À Versailles, le génie de Le Nôtre a été l'ancien axe principal nord-sud du jardin de Versailles, passé par le centre du château. Et Le Nôtre a déplacé cet axe pour le faire passer en avant du château. Et donc, en sortant le dispositif des axes, en le décentrant, faisait que le château n'était plus le centre du dispositif de perspective. Et qu'il a permis de ce fait-là même d'aller chercher la colline de Satory d'un côté et la plaine de Versailles de l'autre. Et c'est-à-dire qu'il a offert au roi, par ce dispositif d'ouverture sur l'horizon, il a offert au roi, par le jardin et par le dessin du jardin, la capacité au roi de dire je domine le monde. Et puis ces beaux dispositifs, non, aux extrémités du jardin de Versailles, ces fameux sauts de loup qui délimitent effectivement le petit parc et qui ouvrent sur la campagne. Paul Vicomte, magnifique jardin. Et puis la même chose, plus rare, mais dans le jardin japonais, ici, où la manière et qui est une chose qui me préoccupe beaucoup dans les projets que je fais de tous les parcs que j'ai eu l'occasion de faire, c'est l'idée qu'évidemment, c'est de prendre dans l'enceinte de votre parc, d'attraper l'horizon et d'ajouter ces 2 choses. Évidemment, c'est d'augmenter la juridiction de votre projet en allant emprunter les horizons lointains. Et ici, on le voit que ce jardin-là, il a ça d'infini qu'il a la montagne en lui. C'est un joli petit dispositif à l'entrée de ce même jardin pour que les mauvais esprits soient trompés. Et voilà. Donc j'ai fait cette introduction pour mieux comprendre les 9 conduites nécessaires pour une propédeutique, qui était un texte que j'avais fait à l'occasion de cette conférence et puis que j'ai réécrit ensuite, et ce qui était devenu une lettre que j'avais écrite aux étudiants des écoles de paysage au moment où l'institution m'a demandé d'arrêter tout simplement mon enseignement parce que j'avais atteint l'âge qui était nécessaire pour que je quitte l'enseignement. Et donc j'avais écrit cette lettre où j'avais donné comme ça 9 conduites. Alors ces 9 conduites, voilà, je vais vous les donner un peu rapidement. La première, c'est se mettre en état d'effervescence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire évidemment quand on vous donne à travailler sur un site que vous ne connaissez pas, vous voyez tout de suite que vous avez tellement de choses à apprendre par rapport à des gens qui vivent sur ce même territoire. Vous savez tellement rien ou tellement peu de choses que vous ne pouvez pas être lambin, passif. Vous ne pouvez pas regarder ce paysage avec les bras ballants. Il vous faut vous mettre dans une situation extraordinairement active
effervescente. Parce que vous avez un retard considérable à rattraper, qui est celui évidemment d'entrer dans toute la sédimentation de ce paysage et d'essayer d'en attraper, sans d'ailleurs trop se préoccuper dans quel ordre on attrape les choses. Je pense qu'il y a un défaut qui est celui des gens qui pensent que l'analyse doit être tout à fait méthodique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de méthode. On doit faire rentrer les informations n'importe comment. Au fond, vous verrez, il faut faire confiance à la procédure de projet. La procédure de projet met de l'ordre dans tout ça au moment où il le faut. On n'a pas besoin de se préoccuper par avance de savoir comment l'information arrive. Il faut qu'elle arrive. Il faut donc être une formidable éponge et attraper tout ce qui passe. Et attraper tout ce qui passe à propos de ce paysage. Et vous engrangez tout ça. Et attention, ne restez pas sur une position qui est seulement une position d'attraper des choses et de récupérer des choses. Non, il faut immédiatement être actif. C'est-à-dire il faut commencer à faire un projet. Il faut commencer à dessiner, commencer à faire des hypothèses. Évidemment, ces hypothèses sont stupides, vous ne connaissez pas assez de choses pour pouvoir faire un projet valable sur ce lieu. Mais je crois, il faut que vous croyiez avec conviction, avec force, que le projet, ce n'est pas seulement un outil de résolution. Ce n'est pas seulement une chose qui vous aide à résoudre une question. Un projet, c'est un outil de connaissance. C'est en travaillant, en dessinant, en faisant des hypothèses de dessin, que d'une certaine façon, vous ouvrez le champ du questionnement. Et plus vous dessinez, et plus le questionnement s'ouvre, et plus les questions s'ouvrent, et plus vous avez besoin d'aller chercher des réponses. Et donc, la procédure projectuelle est une procédure de connaissance. Et donc, commencez là le plus tôt possible. Si vous tardez trop à entrer dans la procédure de projet, alors vous n'y entrez jamais. Vous savez, vous pouvez vous noyer définitivement dans le fait de la connaissance. Vous pouvez, par exemple, sur le moindre parcelle de champ, si vous vous intéressez à ce qu'il y a dans ce champ, et que vous commencez à faire l'analyse de toutes les plantes qui sont là, de tous les éléments qui sont dans ce champ, vous pouvez passer un temps fou. Vous pouvez même passer votre vie à découvrir l'ensemble de ce qui se passe dans n'importe quel type de paysage. Vous pouvez descendre à toutes les échelles, qui fait qu'il y a une infinité d'informations et vous n'en finiriez pas de cumuler ces informations. Vous pourriez mourir d'extase dans le fait même de regarder tout ça. Il vous faut agir pour sortir justement de cette extase. Si vous ne sortez pas de cette extase, alors vous ne faites rien. Vous regardez, vous contemplez. Vous serez du côté des gens qui contemplent et qui regardent, mais vous ne serez pas du côté des gens qui agissent. Alors évidemment, l'action, il faut l'entreprendre, mais il faut faire attention qu'elle est immédiatement fausse. Dès l'instant où vous commencez à faire projet sur l'espace, vous avez tort tout de suite. Parce que les premières choses que vous faites, évidemment, elles sont en contradiction avec la complexité de la réalité. Mais vous voyez bien, c'est un jeu dialectique entre le fait de accaparer de la connaissance et la mettre en scène dans le projet. Et de faire ça d'une manière forte. Vous voyez bien, le ton est monté d'un seul coup chez moi. C'est ça l'effervescence. C'est le fait que je ne suis pas béat devant le monde. Que le monde, je le prends en bras de corps et je suis actif par rapport à lui. Et je l'expérimente. Et le projet, c'est l'expérimentation du monde. C'est au travers du projet que vous interrogez le monde, que vous interrogez le réel et la réalité. N'écoutez pas les enseignants qui vous disent « ne projetez que quand vous savez ». Ces enseignants-là ne parlent que pour eux-mêmes. C'est des enseignants qui n'ont de véritable savoir que précisément leur maigre connaissance. Non. Commencez à projeter. Le projet lui-même va être celui qui va alimenter votre interrogation. C'est lui qui va, d'une certaine façon, ouvrir le champ du questionnement. Donc ça, c'est la première leçon. Parce qu'on peut donner des leçons, non, à mon âge. Au moment où je quitte l'enseignement, je peux donner des leçons. La deuxième règle, c'est refuser immédiatement, on vous donne un territoire à étudier, refusez immédiatement les limites de ce territoire. Soyez indisciplinés. N'acceptez pas qu'on vous dise « il faut travailler à cet endroit-là ». Il faut immédiatement, vous savez, quand je rentre quelque part, je cherche tout le temps la sortie de secours. Je ne peux pas rester dans un endroit si je ne sais pas où est la sortie de secours. Pour moi, c'est important de savoir, quand je suis dans un endroit, comment je peux m'en aller. Eh bien, dans un paysage, c'est pareil. Vous devez savoir comment vous pouvez vous en aller. Ce n'est pas pour quitter les lieux, c'est tout simplement parce que c'est souvent en allant de l'autre côté de la limite qui vous est fixée, quand vous outrepassez cette limite, que vous allez découvrir justement les horizons de ce paysage et que vous allez découvrir la manière dont ce paysage s'enchaîne avec un autre. Vous voyez, la manière dont ce paysage-là s'enchaîne avec celui-ci est tout à fait importante. Parce que souvent, on découvre que les qualités de ce paysage viennent se nicher souvent dans la limite, dans le périmètre de ce paysage.
et qu'il vous faut absolument apprendre à franchir cette limite, pour revenir bien entendu dans le site lui-même. Mais il faut que vous ayez cette indiscipline. On dit souvent des paysagistes d'ailleurs qui sont expansionnistes. On leur donne ça, ils prennent ça. Eh bien oui, c'est bien qu'ils fassent ça. C'est bien qu'ils fassent ça parce que je crois que on ne peut pas penser que le paysage peut se restreindre à l'idée d'une limite administrative ou promotionnelle. Non, le paysage a des limites qui doivent être découvertes par une exploration, justement, et vous l'avez vu dans mes précédents propos, justement d'aller jusqu'à ces horizons. Et c'est seulement quand on a fait ce parcours qu'on peut revenir dans l'espace lui-même et comprendre quelle est sa véritable limite, quels sont ses véritables enjeux. Alors aussi, une autre chose importante pour faire un projet sur le paysage, c'est le parcourir en tous sens. Au fond, si on pouvait avoir le don de l'ubiquité, ça serait formidable. Vous savez ce que c'est que le don de l'ubiquité? Ça serait d'être partout à la fois en même temps. Quelquefois, avec mes étudiants dans l'atelier de projet, je dis, essayez d'imaginer que votre corps, vous soyez capable de le gonfler suffisamment pour qu'il aille toucher la totalité de la surface du paysage que vous êtes en train de travailler. Alors peut-être vous auriez une idée un peu claire de ce que c'est que ce paysage. Méfiez-vous des points de vue uniques. Souvent, quand on va voir un paysage, on cherche un bon point de vue. Et puis on s'y installe, on a un bon panorama et on se dit, tiens, on le tient, on l'a attrapé, on comprend bien. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est très dangereux. Parce qu'on ne peut pas attraper un paysage par un seul point de vue. Un paysage, ça a des millions de points de vue, des milliers de points de vue. Et ce n'est qu'en les voyant tous, qu'en les parcourant tous, que vous serez capable un jour de pouvoir projeter sur lui sans faire d'erreur. Et notamment la question des échelles, je parlais tout à l'heure, vous ne pouvez comprendre des échelles que lorsque vous êtes déplacé en tout lieu et en tout point de ce paysage, pour comprendre exactement comment les choses s'emboîtent. Méfiez-vous des panoramas. Il n'y a rien de pire pour moi que l'idée du panorama, du point de vue unique à partir duquel on pourrait décider de la manière dont on va traiter un paysage. Alors, cette autre règle, elle est très importante aussi. Je disais tout à l'heure, si vous restez trop longtemps sur le site, alors vous allez, je ne sais pas quoi, pour peu que vous soyez quelqu'un d'inquiet, quelqu'un d'intéressé, quelqu'un qui aimait connaître, qui aimait découvrir les choses, vous allez vous enliser dans tout ça. Parce que vous allez apprendre tellement de choses, vous allez découvrir tellement de choses. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Le monde est si nuancé, si complexe. Il y a tellement de sous-structures, il y a tellement de sous-unités, il y a tellement d'échelles à traverser que si vous y restez trop longtemps, vous vous noyez. Alors vous ne bougez plus. Alors il faut que vous partiez. Et c'est pour ça que ça existe les ateliers dans lesquels on va faire des projets. Et on quitte le paysage, on quitte le lieu pour aller dans son atelier et travailler. C'est seulement dans son atelier qu'on a la capacité, parce que justement, on n'est pas envahi par le monde, on a la capacité d'être actif sur lui et de faire projet sur lui. On est capable de dresser quelques profils qui l'organisent, qui le comprennent. Et immédiatement, on est dans l'erreur. Ça y est, on fait une erreur grave parce qu'on travaille sur le monde et immédiatement, comme on est dans un atelier, on perd des tas de choses. On perd l'échelle, on perd la complexité, on perd beaucoup de choses. Alors il faut revenir sur le paysage pour tester les quelques traits, les quelques ébauches, les quelques hypothèses qu'on a formulées, pour les vérifier, pour voir si elles collent, si elles entrent, si elles ont capacité d'avoir une certaine intelligence avec le site. Et puis vous apercevez qu'elles n'en ont pas. Alors en revenant sur le site, vous attrapez d'autres choses, et vous revenez dans l'atelier. Et ces autres choses-là, vous les incorporez à votre manière dans le projet. Je dis qu'il faut passer pour un projet sur le paysage, mais c'est peut-être aussi vrai, j'imagine, pour l'architecture, le même temps dans son atelier que sur le terrain. C'est pour ça que je ne crois pas beaucoup à tous ces paysagistes internationaux aujourd'hui qui vont faire du paysage, je ne sais pas quoi, dans tous les pays du monde. Je ne crois pas du tout. Moi, je crois qu'on peut être vraiment efficient et travailler correctement que si on passe beaucoup de temps sur le terrain. Parce que dès l'instant où on quitte le terrain, ne serait-ce qu'une demi-heure, alors on se trompe immédiatement. Les choses, ensuite, n'arrivent plus à se réadjointer. Les choses ne se raboutent plus. C'était une surface amorce sur laquelle on pouvait projeter tout ce qu'on voulait. Et on faisait ça, d'ailleurs. On le faisait parfois même assez bien. J'ai des très bons projets que j'ai faits quand j'étais jeune, que je ne renie pas aujourd'hui, mais qui étaient quand même des projets qui ne tenaient strictement pas compte du substrat, de la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, je pense tout à fait le contraire. Je pense qu'il est tout à fait important d'intervenir sur le paysage en ayant une claire conscience de l'ensemble des configurations et des sédimentations dont ce paysage a fait l'objet. Je dirais même un peu en exagérant que si vous pouvez vous passer de faire quelque chose, alors faites-le.
Peut-être que le grand art, pour un paysagiste, c'est de ne faire pas grand-chose. Peut-être de ne rien faire du tout. C'est une décision qui est importante, de ne rien faire du tout. Vous savez, pour quelqu'un qui a un ego, comme le mien, comme le vôtre, c'est difficile de décider qu'on ne va rien faire. Eh bien, peut-être il y a des fois, il y a des moments, des endroits où ne rien faire, c'est la bonne décision. Je ne dis pas qu'il faut faire ça en tout lieu, puisqu'on vous demande de transformer les choses, et qu'il est nécessaire de le faire. Mais posez-vous toujours la question de savoir, est-il bien utile de modifier? Est-ce que la configuration ou les configurations sur lesquelles je suis ne sont pas encore plausibles, n'ont pas encore de l'efficience? Ou même en ayant des transformations minimes, est-ce que ça ne pourrait pas refonctionner à nouveau en sachant qu'effectivement les usages sur lesquels on vous demande de travailler sont un peu différents? Mais vous voyez, cette question, vous ne pouvez pas vous éloigner trop longtemps du paysage sur lequel vous travaillez. Sans quoi, à mon sens, vous êtes dans l'erreur et le fil de la conversation dont je parlais tout à l'heure va s'interrompre automatiquement. Bon, une autre difficulté, celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est la question des échelles. C'est sans doute la question la plus difficile. Et à l'école de Versailles, on a mis au point cette idée que tous les étudiants qui faisaient projet sur le paysage devaient traverser les échelles. Traverser les échelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on travaille sur un projet dans le paysage, on doit être capable de passer de la grande échelle, ou la petite échelle plutôt, du paysage, au plus petit détail dans un temps presque simultané. Vous savez, les paysagistes ont un art particulier, certains architectes aussi, mais ils ont les paysagistes plus que d'autres, c'est d'utiliser ce cutch triangulaire qui a plusieurs échelles. Et j'ai remarqué que souvent, chez beaucoup d'architectes, il y a une sorte ils ne veulent pas, ils ont le cutch à échelle unique, et qui fait que cette traversée, le fait de passer d'une échelle à l'autre est une chose absolument indispensable pour travailler sur le paysage. Et c'est un entraînement qui est long et difficile. Et j'expliquais tout à l'heure que dans le jardin de Versailles, précisément ce qui en fait la beauté, c'est qu'il y a dans le moindre détail quelque chose qui a à voir avec la totalité du jardin. Il y a dans la façon dont une margelle est dessinée, on l'a vu tout à l'heure, l'embase des statues, quelque chose qui parle du jardin en son entier. Et c'est ça, traverser les échelles. Alors, une autre disposition d'esprit, une autre méthode, c'est celle d'anticiper. Évidemment, il faut comprendre que la question du paysage a plus à voir avec le temps qu'avec l'espace. Le paysage, c'est un mouvement. Un mouvement ralenti, certes, mais c'est un mouvement. Et vous allez entrer dans un mouvement. Alors, il y a une antériorité à ce mouvement, et puis il y a un futur que vous ne connaissez pas, qui est celui sur lequel vous travaillez précisément. Alors, j'ai proposé une méthode qui serait celle à l'aide de cartes ou à l'aide d'histoires, à l'aide d'accumulation de connaissances historiques vous faites un peu comme les cinéastes. Quand ils montent leur film, ils ont une espèce de curseur qui leur permet de faire avancer ou reculer le film, comme ça. Alors vous prenez ce curseur, vous faites avancer et reculer l'histoire des lieux, et puis on voit qu'en poussant à son extrême le curseur, vous pouvez presque dépasser la limite qui vous fait entrer dans le futur de ce terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que tout territoire a une inclinaison, a quelque chose qui le prédétermine à devenir quelque chose. C'est pas nécessairement vrai partout, tout le temps. Certains territoires peuvent être transformés d'une manière totalement brutale, définitive, parce qu'effectivement, ils n'ont pas possibilité, ils n'ont pas d'avenir, on pourrait dire. Mais j'y crois pas trop. Je crois que tout paysage, tout lieu a une sorte de prédisposition à être transformé d'une certaine façon. Et pour comprendre cela, il faut faire ce jeu d'anticipation. Une anticipation qui se fonde sur le passage en revue des images du passé ou des images antérieures. Entendez-moi bien, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut à tout prix qu'un paysage se conforme à cette antériorité. Je pense qu'on peut très bien violer l'antériorité, on peut très bien être en contradiction avec la sédimentation extérieure d'un paysage. Mais vous ne pouvez le faire que si vous le savez, que si vous êtes conscient de cela, que si vous avez une très bonne connaissance du terrain sur lequel vous travaillez. Vous ne pouvez contredire un territoire que si vous savez parfaitement bien ce que ce territoire a dans les temps postérieurs, comment ce territoire a existé. C'est seulement en ayant cette parfaite connaissance que vous avez peut-être une autorisation à le transformer d'une manière radicale. Sans quoi, ce n'est pas bien. Alors, une règle qui est celle
où moi je confie les paysagistes, mais peut-être plus que les paysagistes, c'est celle de défendre l'espace ouvert. Je suis aujourd'hui un peu peiné de voir comment on bourre Paris, qui est une ville que j'aime beaucoup, mais comment on la remplit abusivement, sans nuance. Comment on va jusqu'à couvrir des voies ferrées et faire des dalles pour construire dessus. Comment on va, le moindre recoin. Au fond, je me pose la question de me dire, dans Paris, qu'est-ce qu'on va laisser comme grand espace structurant à nos petits-enfants, comme l'ont été le Champ de Mars, comme l'ont été ces grands espaces de Luxembourg. Alors il y a eu quelque part fait dans Paris, mais il y a une sorte de compulsion à construire tout ce qui est vide. Il y a une sorte de peur de l'espace ouvert, une sorte de peur compulsive qui fait qu'on remplit, et on remplit abusivement. Et moi, je suis devenu vestal de l'idée que, ben non, on va défendre. Chaque fois qu'un espace est ouvert, on se décide d'abord à prendre sa défense. Et s'il le faut, alors on viendra le construire. Mais d'abord, on décide de ne pas le faire. Je raconte une anecdote. J'avais, il y a 2 ou 3 ans, assisté à un diplôme d'un étudiant en architecture qui avait fait un projet magnifique, un des plus beaux projets qui m'a été donné de voir de la part d'un étudiant sur l'espace de la Petite Ceinture. Magnifique projet, très très beau. Eh bien, au moment du jugement du jury, je me suis opposé à ce qu'il ait son diplôme. J'étais le seul du reste. Simplement parce que j'avais posé la question à l'étudiant, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il était nécessaire de construire à cet endroit? Il ne savait pas me répondre. Alors, si un architecte fait un projet sur un espace uniquement parce qu'il est architecte, comme il est architecte, il faut qu'il construise, alors il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et je pense qu'il y a à se poser la question de savoir si, à tel ou tel endroit, il est tout à fait nécessaire de construire. Autre notion, et vous voyez bientôt que j'arrive à la fin, c'est cette idée que je pense qu'il faut qu'on cesse un peu définitivement de croire à l'idée romantique que le projet, ça se fait dans son atelier, en vase clos. Et malheureusement, la règle des concours aujourd'hui exacerbe encore cette idée, et que toute la procédure de conception du projet est secrète, est tenue secrète. Et qu'on arrive devant le client et qu'on lui dit, voilà, c'est ça, voilà la réponse c'est ça. Vous prenez ou vous laissez. Et moi, je crois que c'est pas ça. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on s'y prenne. Je pense qu'il faut qu'à tout moment de votre conception, vous soyez capable de laisser entrer quiconque dans votre projet. Quiconque doit pouvoir dire quelque chose sur votre projet à tout moment. Les maîtres d'ouvrage, les habitants, je ne sais qui d'autre, doivent à tout moment pouvoir pénétrer l'espace de conception de votre projet en cours. Et pourquoi je dis en cours? C'est parce que tout le monde doit pouvoir comprendre comment ça s'est passé, comment vous en êtes venu à prendre les décisions successives qui fait qu'à la fin, le projet a pris cette forme-là et pas une autre. Quelle est la genèse, quelle est l'histoire de ce projet? Et ça, il doit être rendu public, ultra public. Il y a comme une sorte de volonté démocratique de penser que les concepteurs de projets sur l'espace public doivent rendre public leur façon de travailler, de manière à ce que cette façon de travailler soit ultra connue de tous, et que tout le monde puisse, à un moment ou l'autre, dire non, je pense qu'il faudrait introduire dans le travail de projet cette dimension qui n'y est pas, ou qui manque, ou celle-ci qui est trop, etc. Et que le concepteur doit à chaque fois, effectivement, être capable d'incorporer des choses qui lui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas un travail en chambre, c'est un travail qui doit être ultra public. Et puis, bien sûr, en corollaire de ce que je viens de dire, alors, il faut, par contre, garder une seule personne est gardien de son projet. Vous pouvez l'ouvrir, votre projet. Vous pouvez faire en sorte que tout le monde puisse dire quelque chose sur la genèse de ce projet. Mais il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui avez à la fin la possibilité de le tenir en main, ce projet. Personne d'autre que vous connaît suffisamment les mécanismes du projet pour être capable de le conduire à son terme. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Je ne crois pas, en ce sens-là, je ne crois pas à la pluridiscipline. Je crois qu'il y a pluridisciplinarité dans l'effet général de la conception du projet. Bien sûr, beaucoup de monde peut rentrer dans le projet, mais il y a à la fin de tout ça une personne qui a capacité, effectivement, de gérer, on pourrait presque dire, l'intelligence, la genèse, la structure la profonde du projet, et c'est cette personne-là qui en est le gardien, et ce gardien-là, elle doit le rester jusqu'au bout. La tentation aujourd'hui des maîtres d'ouvrage est celle de dire
on va demander à des architectes ou à des paysagistes de faire le projet, et nous nous chargerons de faire l'exécution. C'est une tentation qui est de plus en plus grande aujourd'hui, et ça c'est une grave erreur. Non, si on a commencé un projet, la personne qui a commencé un projet, cette personne-là doit le conduire jusqu'à son terme, jusqu'au moment où ce projet a pris forme dans le concret et dans la réalité. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît dans le détail, je dirais même dans l'implicite, parce qu'il y a de l'implicite dans la question du projet. Dans le domaine de l'implicite, c'est lui qui connaît les mécanismes qui fait qu'effectivement les différents agencements de ce projet peuvent se conduire de telle ou telle manière. Personne d'autre peut prendre sa place. Alors vous le voyez, il y a une chose qui peut paraître contradictoire. Je dis d'un côté ouvrir son projet pour le rendre public, le démocratiser, et en même temps je dis il y a une seule personne qui en est le gardien. Ça peut paraître contradictoire, mais je pense que les choses sont ainsi. Voilà, j'ai l'impression que je suis arrivé au terme de mon exposé. Merci de me donner le micro. Excusez-moi de donner un point de vue tout à fait subjectif, mais c'est ce que vous me proposez de parler. Enfin, c'est que ce que j'aime dans ce que j'ai entendu chez vous, que je ne connaissais pas, enfin je ne vous connaissais pas, c'est la subjectivité justement. Malgré toute une approche extrêmement comment dire, une méthodologie dans les premières paroles de votre exposé, je trouve que dans le fond, il y a... Alors moi je suis architecte et donc je ne connais pas le monde du paysagisme, mais ce que j'apprécie, c'est à quel point je peux en tirer profit pour ma propre pratique. Et je pense pour l'architecture en général, je pense pas qu'une théorie qui serait comparable à la vôtre, enfin une position d'un architecte serait symétriquement applicable. En revanche, il me semble qu'il y a un profit dans ce sens-là, pour autant que je puisse le juger, voilà, enfin, bon, c'est tout. Je ne suis pas si sûr que vous... Effectivement, c'est un peu par caricature que j'oppose souvent l'architecture et le paysage. Mais au fond, je ne pense pas ça du tout. Je pense que c'est exactement la même chose. Je pense qu'il suffit que vous regardiez l'architecture d'Alto, l'architecture de Sisa, ou l'architecture d'autres architectes de cette-là, et puis vous ne savez plus faire la différence de ce que c'est qu'un paysagiste d'un architecte. La question du temps, par exemple, est terriblement présente dans la question de l'architecture. Toutes les notions dont j'ai parlé, la question de la porosité, est une question qui est profondément celle de l'architecture. C'est simplement par, je ne sais pas, comme il faut bien essayer d'aborder cette question du paysage et d'essayer de la faire comprendre, je donne pour des spécificités des choses qui n'en sont pas. Parce que si on veut bien regarder, évidemment, la façon dont on apprend l'architecture aujourd'hui dans les écoles d'architecture, ça je veux bien admettre qu'elle est extrêmement différente de celle de la façon dont on apprend le paysage, ça j'en suis d'accord. Mais je pense que l'architecture, dans le fond, et le paysage sont deux choses qui sont voisines. Simplement, je pense qu'à la fin des fins, la ville, c'est quand même un paysage mimé. C'est quand même pas le paysage, c'est quand même une chose différente. En ce sens où c'est quand même un ensemble de choses qui sont des artefacts. Que dans le paysage, vous avez l'essentiel des choses qui composent un paysage ont leur propre vif d'existence. C'est-à-dire que les choses poussent d'elles-mêmes, elles ne sont pas érigées. Et c'est ça la grande différence. C'est qu'il y a dans le paysage des mécanismes, des dynamiques qui sont des dynamiques internes, qui sont extérieures à la construction. Et c'est ça qui fait la grande différence avec la ville. Mais pour le reste, toutes les notions, la porosité, la complexité, etc., sont vraies pour l'architecture comme pour... Alors pour ce qui est de la question de la subjectivité, vous voyez bien, ça peut paraître contradictoire. Oui, je suis quelqu'un qui croit à l'unicité de la procédure projectuelle. Je pense que, d'ailleurs avec mes étudiants, j'ai toujours eu ce contrat, je ne m'adressais jamais qu'à une seule personne à la fois, jamais un groupe. Tout simplement parce que je pense qu'on ne fait pas un projet collectif, jamais. On peut collectivement collaborer à un projet, mais il n'y a toujours qu'une seule personne qui gouverne ce projet. Il n'y a qu'une seule, parce qu'il y a dans le projet de l'explicite, mais il y a beaucoup d'implicite.
Et il n'y a que le corps, il n'y a qu'à l'intérieur, on pourrait dire de l'ombre portée du corps, que les choses se nouent, que les choses s'agencent. Il faut un corps pour ça. Et ce corps-là, il n'y a qu'une personne. Et c'est dans cette personne que s'agrège d'une manière parfois mystérieuse. Parce qu'on peut expliquer beaucoup de choses sur la façon dont on fait un projet, mais il y a des tas de choses qu'on ne peut pas expliquer. Sur la manière dont s'agrègent les différents éléments, de la complexité justement de l'information, sur les différentes couches, les différentes structures, sur l'organisation des différents dessins, sur tout ça. Il y a une procédure extraordinairement complexe qui se règle à l'intérieur d'un corps. C'est pour ça que je suis, en ce sens-là, subjectif, c'est que je crois qu'effectivement, le projet, pour moi, est sujet. Il y a sujet. Mais il y a ce sujet, il doit être collectif au sens où il doit être citoyen. Et qu'il ne peut pas être seulement sujet, il est aussi quelqu'un qui est à l'écoute du monde. Et c'est en quoi il est empli des choses du monde qu'il peut, à un moment donné, en tant que sujet, rejoindre les choses du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut paraître compliqué, mais c'est assez simple à la fois. Mais oui, je suis subjectif au sens où je pense que le projet est une chose personnelle, qui engage un individu, et pas une collectivité. Par contre, il y a des projets qui ont capacité, effectivement, à entrer en résonance avec le collectif, avec le public. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, j'aurais voulu ajouter un mot. Un point qui me semble capital dans votre exposé aussi, c'est la connaissance du lieu, enfin, que le projet, effectivement, enseigne. Ça, en tant qu'architecte, je crois qu'on l'éprouve fortement. Et à ce titre, c'est vrai que vous en savez plus que moi à ce sujet, mais que paysage et architecture se rejoignent. C'est vrai de tout. Je raconte souvent cette histoire. Vous savez, bon, vos parents vous disent, ce soir, viens dîner. Tu sais, cet ami dont je t'ai longtemps parlé, je t'ai souvent parlé de cet ami, vous ne l'avez jamais vu cet ami, mais vous en avez entendu parler très souvent. Alors, évidemment, on en entend parler de cet ami, vous en êtes fait une idée. Vous avez même fait une figuration de cet ami. Vous avez une certaine idée d'elle. Et puis elle arrive. Évidemment, ça ressemble à rien. Mais quand même, comme vous êtes têtu, vous essayez de faire que ça colle et que ça coïncide. Et vous essayez pendant un certain moment donné de faire coller votre imaginaire précédent avec la personne qui arrive qui n'a rien à voir. Eh bien, c'est précisément ça qui fait que vous la regardez bien, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous étiez déjà engagé préalablement. Elle n'est pas arrivée comme ça bêtement dans votre vie et vous l'avez regardée subrepticement. Vous l'avez regardée avec l'idée, un peu conne certes, mais quand même vachement positive, d'essayer de faire coller deux images qui ne marchent pas ensemble. Et dans cet effort de le faire, vous la regardez beaucoup mieux. C'est pour ça que je dis souvent à mes étudiants, faites-vous une idée du paysage avant d'aller le découvrir. Ça n'a pas d'importance. C'est pas idiot le fait que vous ayez une fausse idée de ce paysage. Sauf que quand vous allez rentrer dans ce paysage, vous allez essayer de faire marcher. Ça ne marche pas. Alors vous allez regarder beaucoup mieux. Vous allez regarder avec beaucoup plus d'intensité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi, quand je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à projeter très vite. N'hésitez pas à donner des formulations, formuler des hypothèses très rapidement. Je sais qu'il y a des enseignants qui sont tout à fait opposés à cette notion-là, qui disent mais c'est complètement farfelu de commencer à faire des hypothèses alors qu'on ne sait rien sur l'espace en question. Attendez, analysez, quand vous aurez bien analysé, vous faites des projets. Eh bien, moi je pense exactement le contraire. Et je pense que la méthode qui tendrait à dire vous ne ferez un projet que quand vous aurez bien analysé fait que les projets qui viennent de cette veine-là sont des projets qui ne sont jamais que l'explication littérale de l'analyse qui a été faite préalablement. Et c'est des projets qui n'innovent rien du tout. Je crois tout au contraire que le projet est inducteur et qu'il faut le commencer le plus tôt possible. Et c'est pour ça que tout est un peu comme ça. La façon de regarder une personne qui vous était étrangère, et dans cette espèce d'entêtement à la vouloir le faire ressembler à votre imaginaire, eh bien vous regardez cette personne beaucoup mieux. C'est tout bête, non? Eh bien c'est comme ça aussi dans le paysage. Et c'est comme ça aussi dans l'architecture, j'imagine. C'est vrai que la ville est un artefact, mais c'est un artefact tellement complexe, tellement multiple, tellement sédentarisé, sédimenté, pardon, qu'il n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace, qu'il est, contrairement à l'architecture, finalement l'œuvre de personne, mais qu'on y trouve, je pense, un peu contrairement à ce que tu disais, la même solidarité que dans le paysage. C'est-à-dire que quand tu es à Paris, tu reconnais immédiatement que tu es à Paris.
Et au fond, même à Vigneux ou à Montreuil, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité qui fait que c'est Paris et pas Berlin ou Rome, qui sont d'autres belles villes, qui ont justement cette solidarité qui vient de cette accumulation et de cette non-limite de la ville, contrairement à l'architecture. C'est pour ça qu'au fond, ta pensée du paysage est une pensée du projet urbain aussi. Non, mais tu as raison, mais je disais tout à l'heure, malgré tout, ça n'empêche, la ville, on pourrait penser ce que tu dis. Or, elle n'est qu'un mime sublime, et un mime quand même, sublime en sens où les taux de complexité de la ville sont aussi grands que ceux du paysage, certes. Ça, c'est vrai. Parce que la ville s'est sédimentée progressivement et qu'elle a effectivement, elle a un effet sidérant de nature, la ville. Il n'empêche que c'est pas la nature, en ce sens où elle est entièrement constituée. Mais il n'empêche que c'est ça qui fait la beauté de la ville, précisément, c'est que son modèle de fond, ou son modèle implicite, est bien celui on pourrait dire de la nature ou de la campagne. Grégotti dirait la campagne, on peut dire la nature. Ça y ressemble, mais c'est un peu le Canada Dry quand même, par rapport à la nature. L'agriculture aussi par rapport à la nature. Hein. Bien entendu. Oui, dont on sait qu'elle n'est pas si naturelle que ça, qu'elle est construite, quelle qu'elle soit. Il y a une question de Charles Darn. Je voudrais juste dire une chose à propos de cette attitude, cette disponibilité. Enfin, j'ai bien aimé cette dialectique entre la maîtrise et garder le projet, hein, mais pas un peu comme on garde un enfant turbulent, c'est-à-dire qu'il faut quand même le laisser convulser dans certaines limites. Et d'un autre côté, l'ouverture à l'espace, au paysage et au fond un travail de réinscription continue. Et je pensais à propos de cette relation entre le paysage et la ville à ce mot de Fernand Léger au moment du congrès des SIAM de 1933. Il était allé à Athènes avec tous les membres des SIAM et il s'était engueulé à la fin avec pas mal de gens et notamment avec Le Corbusier en disant que dans une démarche qui négligeait notamment la couleur et la figure, il disait à Corbu, vous avez collé l'homme au mur, comme on colle un condamné à mort au mur, et disait surtout, mettez vos plans dans vos poches, sortez dans la rue. Et je trouve ce slogan intéressant, c'est mettre le plan dans la poche, c'est pas le détruire, hein, c'est le mettre dans sa poche et puis sortir dans la rue et donc, au fond, projeter le projet, le projeter sur l'espace qu'il va modifier, dans lequel il va s'inscrire. Donc je trouve cette disponibilité, c'est-à-dire ce jeu entre le projet qui est un travail intellectuel de concentration, de condensation, d'attention et de transformation, et puis son renvoi au terrain, je trouve qu'il y a une dialectique extrêmement séduisante et convaincante. Oui, je serai très court parce qu'il paraît qu'il faut faire place au cinéma, et ça vraiment je le comprends. Mais je voudrais simplement souligner le fait que le dernier échange avec Christian de Villers, là, me semble être une piste, au lieu d'être... Enfin, il ne faudrait pas que ce soit un escamotage, parce que moi je me souviens des cours de Michel, où il nous disait, vous savez, la forêt vierge, la montagne, le ciel, c'est pas du paysage, c'est la nature. Il n'y a pas d'homme, et quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de paysage. Et là, on a l'impression qu'avec l'âge, je me demande si tu n'es pas en train de revenir doucement sur cette position, et cette histoire du mime sublime que serait la ville, ça nous laisse un peu sur notre faim quand même. Est-ce qu'il n'y a pas au moins quelqu'un qui regarde la nature? Non mais là, tout ça est un peu rapide. D'abord, ce que j'ai dit à l'époque, c'était simplement, je disais que mon affinité était celle que la nature n'était pas mon trip, contrairement à certains paysagistes, notamment des paysagistes anglo-saxons, qui s'intéressent à la peinture, qui s'intéressent à la nature. Moi, la nature, on peut dire que je m'en fous un peu. Je m'intéresse à la nature en ce qu'elle est transformée par l'homme. C'est Grégotti qui m'a inspiré l'idée du paysage. Quand il dit qu'au fond, que l'agriculteur, le paysan est le premier architecte, quoi. Parce qu'encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est la ville, c'est l'espace social, c'est l'espace civil qui m'intéresse. Moi, la nature, je trouve ça inconfortable, c'est chiant à mourir. Par contre, j'aime la ville, j'aime le paysage, en ce sens où effectivement, il est organisé, il est construit. Ça, j'ai dit ça. Ceci étant, il y a dans le paysage des composantes rurales et des composantes naturelles qui sont mêlées. Et dans la ville, ces deux composantes sont aussi mêlées. Et la ville fait partie de l'ensemble. C'est pour ça que ça va un peu vite, ces comparaisons. J'ai bien dit tout à l'heure, il ne m'intéresse pas trop d'enfermer tout cela dans des définitions précises.
Vous le voyez bien, je flotte dans des... C'est pas vraiment des concepts que je mets en place. Je flotte pour essayer d'aborder la question du paysage par l'extérieur, en essayant surtout pas de pouvoir à la fin dire c'est ça le paysage. Parce que le jour où on pourra dire c'est ça le paysage, d'abord je pense qu'on ne pourra jamais le dire, parce que le paysage est un concept beaucoup trop ouvert pour qu'on puisse jamais en donner une définition tout à fait claire. Et puis c'est tant mieux qu'il est ouvert, parce que c'est quand même une formidable possibilité qu'on a de l'aborder de plusieurs manières. Et donc laissons ce concept ouvert. Mais par contre, il faut bien en dire quelque chose. Et c'est pour ça que souvent j'essaie de voir par rapport à l'architecture ce qui pourrait faire différence. Mais en exagérant un peu, on se rend compte que ces différences sont fausses. Mais c'est pas grave. Ça vous a, à mon avis, quand même appris des choses. Sur l'obliquité, par exemple, c'est vrai qu'en architecture, à part Parent et quelques architectes de ce type, c'est assez peu fréquent. Alors donc, admettez qu'au moins pour l'obliquité, je suis assez d'accord. La porosité, c'est moins vrai. Mais le contour, par exemple, la forme divergente, c'est vrai. L'architecture n'a pas cette... Sauf dans une modénature, je ne sais pas, dans une modénature classique, à Rome ou ailleurs, on a des architectures qui divergent. On a des modénatures d'architecture qui sont divergentes. Vous voyez, on peut tout dire. Mais moi, j'ai essayé, justement, en disant 2-3 choses, de vous faire comprendre un peu mieux, au fond, qu'est-ce que les paysagistes fréquentent comme idée, pour faire leur projet. Voilà, on fréquente ces idées-là. Juste ou fausses, mais on fréquente ça. L'idée du temps, par exemple, c'est une idée qu'on fréquente plus que d'autres. Et penser le temps, c'est une manière un peu différente d'aborder la question de l'espace. Parce qu'on le voit dans un mouvement, on le voit dans une dynamique. On sait par exemple, ce qui fait la grande différence avec un architecte, c'est que les choses qu'on fait dans le paysage, c'est pas nous qui les faisons tout à fait. Ça se fait un peu par eux-mêmes. La forêt qu'on fait avec Claire au Saussay, eh bien ma foi, c'est pas les espaces qu'on a constitués, on les a constitués sur un plan, mais ce sont les arbres qui font ces espaces-là, et ils mettent 30 ans à se mettre en place. S'ils se mettent en place, pas sûr non plus. Donc vous voyez bien que l'érection, au sens réel du terme, c'est pas moi qui l'a fait. Je délègue cette capacité sur d'autres agents qui sont des agents naturels, qui ont leur propre vif. Au fond, je délègue la responsabilité de faire à d'autres, ce que ne fait pas l'architecte, puisqu'à la fin, l'architecte, ce qu'il produit finit quand même par ressembler un peu à son projet. Nous, on n'est pas sûr que ça ressemble à notre projet, puisque des tas de choses peuvent venir, des tas d'accidents peuvent venir en cours de route modifier, transformer. Des lapins, je sais pas quoi, des tas de choses comme ça peuvent, par accident, transformer le projet. On n'est pas tout à fait maître de tout cela. Ce qui peut paraître effectivement être extrêmement modeste, mais ce qui est, à mon avis, beaucoup moins modeste parce que on est plutôt du côté de Dieu, non ?